Merci beaucoup Mathieu. Également, bien sûr, merci à Yvan Boitel et Émilie Dosquet pour cette invitation à ce colloque, donc pour vous présenter quelque chose qui, comme Gérard, dépasse un petit peu les bandes chronologiques peut-être du roi de guerre, avec cette fois-ci la monarchie de Juillet. À mesure que l'on regarde ce tableau, la vue du château de Versailles que le peintre Prieur réalise en 1847 semble peu conventionnelle. La façade sur la cour de marbre est reléguée à un arrière-plan décentré et la colossale statue du maréchal Masséna nous cache une partie de l'aile Gabriel, dont on distingue tout de même la devise du musée de Versailles, à toutes les gloires de la France. Sur la droite, des militaires et des officiels, dont probablement le roi des Français Louis-Philippe lui-même, sortent de l'aile des ministres. Au centre du tableau, la perspective se termine sur la cour de la chapelle où se trouve une porte ouverte qui donne accès au jardin. Si cette vue se décentre des traditionnelles perspectives sur la cour de marbre, c'est justement parce qu'elle souhaite montrer ce qui s'est décentré à Versailles. La porte ouverte est celle de l'entrée du musée d'histoire de France, commandé par Louis-Philippe à partir de 1833 et qui s'étend sur toute la surface de l'ancien palais des Bourbons. Les galeries historiques de Versailles et leurs milliers d'œuvres peintes et sculptées à la gloire de la France et du roi des Français. C'est en effet par cette entrée, c'est-à-dire par le vestibule bas de la chapelle, que l'on démarrait la visite de ce musée. Ainsi, la première œuvre qui s'offrait à la vue du visiteur était un bas-relief sculpté par Nicolas et Guillaume Coustou entre 1715 et 1738, une allégorie au passage du Rhin par Louis XIV. Cette œuvre, anciennement passée par le Louvre et le Musée des Monuments français sous la Révolution, fut précisément placée à cet endroit en 1833 lors des premiers aménagements du musée de Versailles. Le bas-relief, qui reprend un événement emblématique des guerres de Louis XIV, met en scène le passage par l'armée française le 12 juin 1672 du Rhin au niveau de l'ancien château de Tholus lors de la guerre de Hollande. Louis XIV y apparaît dans un costume militaire antique couronné par la victoire et foulant à ses pieds le Rhin comme vaincu par son armée qui avance à l'arrière-plan malgré les ennemis. Il ne semble pas anodin d'avoir choisi délibérément cette œuvre pour ouvrir le musée de Versailles. Bien entendu, il s'agit d'une représentation de l'un des personnages fondateurs du palais de Versailles, mais il s'agit surtout d'une figure caractéristique de ce que Louis XIV représente dans l'imaginaire national depuis la fin du XVIIe siècle. L'incarnation du roi en un héros épique, comme Alexandre le Grand, pour reprendre l'expression de Thomas Kirchner, est celle qui caractérisait l'image de Versailles, ce temple du roi de guerre, donc d'après l'ouvrage de Joël Cornette, ce Versailles qui avait installé durablement et qui sera reprise notamment donc, dans le cadre de l'historiographie contemporaine du roi ou des monuments publics, notamment sous Louis XV. En 1833, cette œuvre était donc le point de départ idéal d'un musée d'histoire de France à Versailles. L'ambition des galeries historiques de Versailles était d'installer une fresque historique allant de Clovis jusqu'à la monarchie de Juillet, dans un lieu qui était alors vidé de son mobilier et de ses œuvres d'époque, mais où subsistaient les grands décors. Les aménagements de Louis-Philippe et de son architecte Frédéric Neveu consistaient à neutraliser les lieux vis-à-vis de leurs anciennes fonctions pour les transformer en autant de salles de musées et de galeries d'histoire thématiques. Le comte de Montalivet, intendant de la liste civile de Louis-Philippe, résumait cette idée dans une lettre qu'il écrit au roi en août 1833. Vous vouliez que Versailles présentât à la France la réunion des souvenirs de son histoire et que les monuments de toutes nos gloires nationales y fussent déposés et environnés ainsi de la magnificence de Louis XIV. Les appartements du comte de Toulouse deviennent les salles des portraits des maréchaux, l'appartement du capitaine des gardes du corps devient les salles des tableaux plans, quant aux grands appartements du roi, nous le verrons, ils deviennent une succession de salles formant une galerie d'histoire de la période Louis XIV. Cette période en particulier, donc la période Louis XIV, forme l'un des trois grands piliers du récit historique du musée de Louis-Philippe, avec le Moyen-Âge et la période Empire. La volonté du roi était de former à Versailles une galerie formant un récit long et ininterrompu qui situait son propre règne comme la suite logique d'une histoire millénaire. De surcroît, après deux révolutions et le chaos de la fin de l'Empire, les galeries historiques de Versailles devaient créer artificiellement un lieu de réconciliation nationale entre toutes les Frances, des légitimistes bourbons aux républicains modérés en passant par les bonapartistes. Cette histoire de France, elle se déployait autour d'un procédé narratif que l'on a souvent qualifié d'histoire-bataille, dans la mesure où les événements qui forment le grand récit étaient racontés par une succession de batailles qui devaient mettre en scène les personnages importants, les rapports de force du pays à des instants donnés, et la manière dont le territoire national s'était formé. Surtout après les humiliations et le chaos des années 1814-1815, Louis-Philippe avait à cœur de rendre visibles des périodes glorieuses pour les armées françaises. C'est donc dans ce contexte que les trois grandes périodes que j'évoquais vont être surreprésentées dans le musée: le Moyen-Âge des croisades et de la guerre de Cent Ans, le XVIIe siècle des guerres de Louis XIV et la période Empire, mais seulement jusqu'en 1809-1810.
L'intégration de cette histoire-bataille dans le palais de Versailles, notamment à des endroits où l'ancien décor est toujours présent, ne s'impose pas sans poser certains problèmes quant à la représentation des périodes passées, mais également en ce qui concerne le récit contemporain de Louis-Philippe. Porté sur le trône en 1830 à un âge déjà avancé, dans une période où l'espace européen tend à une temporaire pacification, le roi des Français n'en est pas moins un homme de l'Ancien Régime et conçoit que la légitimité du souverain et de ses héritiers découle de la gloire des armes et de l'action sur le champ de bataille. Les galeries historiques de Versailles seraient devant ce double paradoxe entre la nécessité de faire revivre un roi de guerre historique, comme tenant d'un âge d'or militaire et diplomatique français, et l'impossible fabrication d'un roi de guerre contemporain dans cette France de la monarchie de Juillet. Donc nous allons voir ici trois éléments de ce roi de guerre à Versailles. Tout d'abord, la manière dont on va exposer Louis XIV dans les galeries historiques, la manière dont également la monarchie de Juillet, par les commandes faites pour la galerie des batailles, va essayer de réinventer ce roi de guerre dans les années 1830, et puis comment Louis-Philippe a tenté, sans véritablement réussir, de se créer lui-même un personnage de roi de guerre. Comme je le disais en introduction, donc, le début de la visite des galeries historiques se faisait dès 1837 par le rez-de-chaussée de l'aile du Nord. La visite commençait alors au travers d'une galerie d'histoire qui proposait de condenser l'histoire de France sur 11 salles, donc les salles numérotées de 2 à 12 sur le plan, et 220 tableaux qui brossaient un récit allant de Clovis, depuis la salle 2, jusqu'à Louis XVI, donc dans la salle numéro 12. Cette petite galerie historique, assez représentative du musée dans son iconographie, permet de rendre compte de la présence d'un point de vue quantitatif de la période Louis XIV dans le musée de Versailles, mais également de la manière dont cette histoire est présentée. En l'occurrence, pas moins de 3 salles, donc ici les salles numéro 7, 8 et 9, sur les 11 qui composent l'ensemble de cette galerie, concernaient donc la période du règne de Louis XIV. Sur ces 3 salles étaient exposés 87 tableaux, c'est-à-dire 40% de l'ensemble de la galerie, parmi lesquels se trouvent 4 portraits, 2 scènes de cérémoniel et 81 batailles. C'est ici que l'on comprend cette expression d'histoire-bataille, tant la proportion de ce genre dans le récit historique n'est pas seulement majoritaire, mais quasi exclusif pour raconter ce que l'on présente comme étant une histoire de France. Au sein de ces salles, les tableaux de bataille sont exposés à touche-touche, encastrés dans des boiseries et dans un ordre qui semble plus convenir au format de chaque objet plutôt qu'à sa place dans la chronologie du règne. Sur cette rare vue d'une des salles, donc dans le Versailles ancien et moderne du comte de Laborde, on distingue nettement la reddition de la ville de Cambrai de Charles Lebrun et Van der Meulen, qui est un réemploi de l'une des tapisseries fins qui composait le décor de l'escalier des ambassadeurs avant sa destruction au XVIIIe siècle. La conservation du décor de Charles Lebrun autour de la scène peinte par Van der Meulen met en valeur la présence de Louis XIV dans cet épisode de la guerre de Hollande, où l'on voit le monarque recevoir les clés de la ville de Cambrai. Cette présence du roi sur le terrain militaire n'est pourtant qu'un trompe-l'œil, si l'on regarde dans le détail les 81 scènes de bataille qui composent ces 3 salles. En effet, Louis XIV n'y est présent en définitive que 8 fois au total. Cette sous-représentation de l'effigie du roi s'explique par les choix opérés par Louis-Philippe et son intendante, notamment celui de mettre l'accent sur des périodes de la Régence où Louis XIV n'a pu tenir de rôle particulier, comme pour la guerre de 30 ans, mais cela s'explique également par une surreprésentation d'autres personnages. Le choix de Louis-Philippe était radical. On va commander une copie quasi intégrale des galeries des batailles du Grand Condé à Chantilly, qui avaient été peintes dans la seconde moitié du XVIIe siècle par Sauveur-le-Comte. Ainsi, le Grand Condé se retrouve quant à lui représenté plus de 20 fois dans ses tableaux de bataille entre la guerre de 30 ans et la guerre de Dévolution, tout en prenant soin, bien évidemment, d'escamoter la période de la Fronde, où le célèbre panneau du blocus de Paris, pourtant présent à Chantilly, ne sera pas repris pour Versailles. Cette substitution de la figure royale par celle du prince de Condé fait sens pour l'histoire personnelle de Louis-Philippe et assez récente. Elle coïncide donc avec la fin récente de cette lignée familiale lors de la mort de Louis VI Henri de Bourbon-Condé, peu après l'intronisation de Louis-Philippe en 1830, et la dissolution de son héritage dans la fortune des Orléans par le biais du duc d'Aumale. La galerie de l'aile du Nord présente ainsi un trompe-l'œil de la présence de Louis XIV en guerre, en réduisant d'une part la période représentée, la guerre de 30 ans et la guerre de Dévolution, et supplantant celle-ci par celle d'un personnage que l'on dira controversé, mais plus convenable au récit d'Orléans, c'est-à-dire celui d'un prince à la fois dans et à l'extérieur du récit Louis XIV. À l'origine, ce récit de l'histoire de Louis XIV se trouvait dans les grands appartements du roi au premier étage du corps central. Comme je le disais précédemment, contrairement à cette galerie de l'aile du Nord, fabriquée de toutes pièces pour accueillir un propos sur l'histoire de France, les grands appartements, s'ils ne sont plus que des salons en partie vides,
comportent déjà des décors de plafond dont la narration est indissociable de l'histoire de Louis XIV et de ses guerres. Le rapport remis par le comte de Montalivet en 1833 à Louis-Philippe, en vue des premiers aménagements effectués pour la mise en place du musée, prévoyait d'exposer des tableaux de bataille dans les petits appartements, mais d'opérer une restitution de l'ancien ameublement des grands appartements du roi, et notamment des collections de peintures. Cependant, à une date inconnue, Louis-Philippe a décidé de ne pas opérer cette restitution du grand appartement et a choisi d'y installer une galerie d'histoire de la période Louis XIV autour de tableaux de bataille, de portraits et des cartons de tapisserie issus de la commande des tentures de l'histoire du roi. Ainsi, plutôt que de restituer l'ancien état connu sous l'Ancien Régime, Louis-Philippe choisit de réinstaller une collection qui met l'accent sur les guerres de la seconde moitié du XVIIe siècle. Juste avant l'enfilade des grands appartements, l'aménagement du salon d'Hercule en est un bon exemple. Le grand tableau de Véronèse, le repas chez Simon le Pharisien, que certains d'entre vous ont vu donc, lors de la visite que nous avons fait avec Gérard Sabatier mercredi. Donc, ce grand Véronèse, qui était exposé depuis le début du XVIIIe siècle dans le salon d'Hercule, est renvoyé de Versailles au Louvre en 1832 et remplacé par un passage du Rhin de Van der Meulen, tandis que dans le même temps, le Eliezer et Rebecca qui lui fait face, en dessus de cheminée, est remplacé par la célèbre allégorie de Mignard, Louis XIV couronné par la victoire. C'est donc deux tableaux d'histoire religieuse faisant référence à l'emplacement de la quatrième chapelle et pourtant appartenant donc à l'ancien décor, qui sont ici remplacés par deux représentations caractéristiques de la typologie du roi de guerre dans les appartements de Versailles. Cette logique, elle va continuer dans l'enfilade de salons jusqu'au salon de la guerre. Il serait trop long d'entrer dans le détail, je souhaite donc faire le point sur un salon dont la décoration semble une nouvelle fois assez révélatrice de cette insistance donnée aux guerres de Louis XIV dans ses anciens appartements. Il s'agit de la pièce donc, qui fait immédiatement suite au grand salon d'Hercule, en l'occurrence le salon de l'Abondance. Une lettre de Frédéric Neveu nous apprend à son sujet que dès février 1834, c'est-à-dire moins d'un an après le rapport de Montalivet que je citais précédemment, le roi lui-même a ordonné le dépôt des tentures qui ornaient ce salon pour les remplacer par pas moins de 8 tableaux de bataille de Van der Meulen. Si l'on en croit les plans établis par Frédéric Neveu à cette époque, les 8 tableaux de bataille sont bien en place durant toute la monarchie de Juillet et concernaient 2 batailles de la guerre de Dévolution et 6 de la guerre de Hollande. Sur ces 8 tableaux, Louis-Philippe n'est absent que de 2 d'entre eux et semblerait démontrer comment le choix s'opère cette fois-ci pour une représentation plus appuyée du monarque à la guerre, allant de fait à l'encontre de la logique des décors des lieux, où, selon la célèbre remarque de Perrault, on y voyait, je cite, toute l'histoire de son règne sans que sa personne y soit représentée. Or, cette présence de Louis XIV sur le champ de bataille n'est effective en réalité que dans le salon de l'Abondance et en partie dans le salon d'Apollon. Une nouvelle fois, cette présence de Louis XIV à la guerre est donc à relativiser, notamment dans la mesure où les tentures de l'histoire du roi vont l'inscrire dans un rôle plus englobant de monarque idéal, garant des institutions et protecteur des beaux-arts. En cela, les collections installées par Louis-Philippe ne se détachent pas tant que ça de la logique des décors des plafonds où les actions du roi étaient narrées sous le voile de l'histoire antique, autour de ces fameux exemples de vertu qui devaient fabriquer l'image du souverain idéal. Si le salon de l'Abondance est une exception dans sa profusion de tableaux mettant en scène Louis XIV à la guerre, les grands appartements montrent comment Louis-Philippe souhaite faire usage de cette période, à la figure du roi de guerre qui ouvre le musée et qui constitue une grande partie de l'histoire bataille qu'il dresse de l'Ancien Régime. Il semble également s'appuyer sur cet idéal de bon gouvernement que soutenaient les décors in situ de Versailles. Donc la représentation du grand siècle y apparaît ainsi comme ce fameux juste milieu de ce que Louis-Philippe souhaite représenter de l'Ancien Régime et de la mémoire des lieux dans lesquels s'étend son musée. Cette mémoire des lieux façonne le récit historique, mais également la forme que prend le musée dans son ensemble. Le plus grand chantier mené par Louis-Philippe et Frédéric Neveu à Versailles est sans aucun doute celui de la nouvelle grande galerie, la Galerie des Batailles, au premier étage de l'aile du Midi. Celle-ci, plus grande que la Galerie des Glaces, présente en une série de sujets guerriers un récit de l'histoire de France, commençant par Clovis à la bataille de Tolbiac et se terminant par Napoléon à Wagram en 1809. À l'exception de 4 tableaux qui sont issus des commandes de l'Empire et de la Restauration, tous les autres ont été réalisés sous la monarchie de Juillet. La représentation de la période Louis XIV, au sens large ici, vraiment depuis sa naissance, est la plus représentée dans la galerie avec celle de l'Empire et se compose donc de 7 tableaux, dont celui qui va m'intéresser ici, le principal, est le Siège de Valenciennes, peint par Jean Rallo en 1837, seule œuvre qui met en scène le roi au combat. Qui plus est, le Siège de Valenciennes, donc vous voyez ici vraiment tout à droite,
Le siège de Valenciennes donc, occupe une place particulière dans la galerie, adossée à la salle de 1830, lieu où se termine le récit louis-philippien, on aura l'occasion d'y revenir. La composition est située comme centrale dans la perspective de la galerie en venant de l'escalier des Princes. En outre, elle est mise en valeur par l'équivalence qu'elle incarne en étant placée en vis-à-vis du Clovis à la bataille de Tolbiac, de l'autre côté de la galerie, ici tout à gauche sur le plan. Le tableau donc, met en scène l'une des batailles les plus célèbres du règne de Louis XIV, l'assaut mené sur la citadelle de Valenciennes en mars 1677 par les mousquetaires du roi. Jean Hallot représente Louis XIV au centre de l'œuvre, se retournant vers deux personnages difficilement identifiables, qui pourraient être d'ailleurs le duc d'Orléans, tout à gauche, et un officier des gardes françaises dans son uniforme bleu. L'action se situe au moment de l'assaut de la citadelle où Louis XIV, dans les pas de ses mousquetaires, montre le chemin à suivre avec son bâton de commandement. Pour représenter ce Louis XIV au combat, Jean Hallot va se trouver entre l'emprunt à l'imagerie ancienne et la réinvention de la figure du roi de guerre. Le peintre va s'inspirer de plusieurs tableaux de bataille, comme le Passage du Rhin, d'après Van der Meulen et Lebrun, dont différentes versions étaient présentes dans les galeries historiques, notamment dans le Salon d'Hercule, comme nous l'avons vu précédemment. Il semble emprunter ici le trio de personnages qui composaient l'action du Passage du Rhin, et plus particulièrement donc les costumes de ces derniers, dont l'officier qui fait dos à la scène et qui en est une citation quasi exacte. Cependant, nous sommes dans un contexte d'action différent, et Jean Hallot, qui n'est pas un spécialiste de peinture militaire, offre ici une représentation bien plus fictionnelle du roi de guerre. La figure de Louis XIV en particulier prête aujourd'hui presque à sourire si l'on s'attarde sur les détails de son manteau, lourd repli de velours et de dentelle sur les manches et le col. C'est presque un roi de cour qui s'élance à l'assaut de la citadelle plutôt que le militaire qui n'était non pas cuirassé mais au moins représenté en cavalier dans ses compositions contemporaines. Jean Hallot fait le choix d'isoler la figure de Louis XIV au centre de son œuvre pour en livrer une représentation fantasmée, faisant fi de l'écart entre l'action représentée et l'incarnation qui en est donnée, qui tient bien plus des conventions esthétiques propres aux portraits royaux qu'à la représentation du roi à la guerre. Et bien sûr, je ne peux pas résister à vous montrer ce détail des petites chaussures à gros nœuds de Louis XIV au centre de son œuvre. C'est précisément cet écart entre la véracité historique et l'esthétique troubadour de la composition finale qui caractérise ce Louis XIV réinventé par la monarchie de Juillet. Tout d'abord, la proposition du peintre de placer Louis XIV au cœur de l'assaut, au contact direct du danger, est une invention historique de l'artiste et probablement de ses commanditaires. Si la présence de Louis XIV à Valenciennes le 17 mars 1677 est documentée, il est évident que sa participation à l'assaut, au contact des militaires, qui étaient en première ligne, ne s'est jamais produite. Cependant, comme le rappelle d'ailleurs Joël Cornette dans son ouvrage, la présence du corps du roi sur le champ de bataille fut en débat dès la première moitié du XVIIe siècle, dans ce qu'elle soulève comme questionnement sur la double incarnation de l'État royal entre le roi de guerre, nécessairement présent à la tête de ses troupes, et le roi administrateur, supervisant les actions auprès de son conseil. C'est pour cela que la proposition iconographique de Jean Hallot ne doit pas seulement prêter à sourire, mais plutôt à mettre en perspective cette double incarnation de Louis XIV en 1837, dans cette tension entre le roi à la guerre et le roi de guerre. En cela, Jean Hallot se repose sur deux modèles. D'une part, l'image d'un souverain sacrificiel offrant sa chair au contact de l'ennemi, comme c'est le cas dans les représentations de Saint-Louis en Égypte depuis le XVIIIe siècle, avec ici par exemple Restou pour la chapelle de l'école militaire en 1975, ou encore Georges Rouget, donc en même temps d'ailleurs que Jean Hallot pour les salles des croisades à Versailles, ou encore bien évidemment dans l'iconique représentation de Bonaparte au pont d'Arcole, peinte avant sa prise de pouvoir, mais surtout diffusée après celle-ci par la gravure. Dans cette logique, c'est bien l'acte de bravoure et la possible mort du souverain qui est mise en scène comme acte fondateur sur laquelle repose sa légitimité. D'autre part, c'est un roi stratège et chevaleresque que Jean Hallot représente avec son bâton de commandement, ses officiers, voire son frère qui suivent ses ordres, dont le principal donc de ces ordres donnés, d'après les guides des galeries historiques, serait ici de demander l'arrêt du pillage de la ville. C'est donc un roi courageux, mais également juste et magnanime, qu'il semble convenable de représenter dans cet assaut. On comprend mieux ici pourquoi Jean Hallot va se jouer des canons de représentation dans cette hybridation des genres entre le portrait royal et l'action du roi à la guerre, en réinventant une figure qui met en jeu cette dualité de l'État royal, comprise dans ce qui est désormais le simple corps du roi. Pour une monarchie qui se veut libérale comme celle de Juillet, il semble donc logique que cette représentation
que cette représentation vienne fixer l'image idéale du souverain d'Ancien Régime dont Louis-Philippe veut trouver un juste milieu, lui qui fut à la fois à la guerre en 1792 et au Conseil en 1830. Donc justement, je vais terminer avec cette fameuse image de Louis-Philippe. Ce fameux juste milieu, Louis-Philippe va avoir toutes les peines du monde finalement à le conceptualiser vis-à-vis de son histoire personnelle lorsqu'il prend le pouvoir en 1830. Bien avant les Trois Glorieuses, lors de son retour à Paris sous la Restauration, le duc d'Orléans va tout autant vouloir mobiliser l'imaginaire qui entoure son implication dans la Révolution que tenter de rétablir son image encore associée à son père, Philippe d'Égalité, qui faisait de lui le fils d'un régicide aux yeux de la noblesse, qui est alors principalement composée d'anciens émigrés et de légitimistes. Louis-Philippe n'était pas seulement un homme de 89, son engagement dans la garde nationale avait perduré bien après la chute de la monarchie, jusqu'en avril 1793, date avant laquelle il put devenir maréchal de camp puis lieutenant général à seulement 19 ans, avant un long exil qui faisait suite à l'arrestation de son père. Sous la Restauration, le duc d'Orléans joua habilement sur l'ambiguïté de sa participation à la Révolution, jouissant d'une popularité certaine auprès d'une élite libérale européenne qui se presse dans son palais royal. Louis-Philippe va faire de son année 1792 le ciment de sa légitimité de prince, celle d'avoir participé, coûte que coûte, à la défense du territoire national. Deux événements vont particulièrement participer à cet effort, les batailles de Valmy et de Jemmapes de l'automne 92. À ce titre, en 1821 et 1826, il commande à Horace Vernet 2 tableaux représentant ces batailles pour sa collection du Palais Royal. Bien qu'il ne fût pas le principal commandant de ces batailles, Vernet lui donne une place prépondérante, comme sur le tableau de Valmy, où il occupe avec son frère le cœur de l'action, aux côtés de Kellermann, dont le cheval est blessé. Cette image qui lui vaudra son surnom de Monsieur de Valmy dans l'opinion publique est savamment orchestrée et manœuvrée par le duc d'Orléans tout au long de la Restauration pour ménager l'héritage familial encore lié à l'implication de son père dans le procès de Louis XVI. Surtout, le duc peut se targuer d'avoir défendu le territoire national à une époque où d'autres ont déjà émigré depuis plusieurs années. Cette manœuvre est un succès. Lors de la Révolution de 1830, c'est précisément cet imaginaire qui est mobilisé par les soutiens à l'intronisation du duc d'Orléans lorsque Adolphe Thiers fait placarder durant les Trois Glorieuses dans les rues de Paris sa célèbre affiche, et notamment son anaphore: Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution, le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous, le duc d'Orléans était à Jemmapes, le duc d'Orléans est un roi citoyen. On comprend ici que ce n'est pas seulement l'engagement de Louis-Philippe dans la Révolution qui lui donne sa légitimité, mais bien son engagement sur le champ de bataille, aux côtés de la garde nationale, ce qui fait de facto de lui un roi citoyen. Et c'est donc tout naturellement que Louis-Philippe va utiliser la représentation de la Révolution dans le récit des galeries historiques pour mettre en scène son passé de soldat. Dans le musée de Versailles, la Révolution est une période charnière dans la manière où elle s'intègre pleinement dans la stratégie de réconciliation nationale que revêt le lieu, mais surtout car elle est au cœur de l'histoire personnelle du roi. S'il ne sera pas question de représenter tout ce qui touche à l'insurrection populaire, Louis-Philippe va réduire cette période dans le musée à son aspect militaire, comme le montre la célèbre salle de 1792. Au-delà donc de son histoire personnelle, l'année 92 permettait à Louis-Philippe de concentrer le récit qu'il fallait retenir de la Révolution. D'un tableau de Cognet sur l'engagement des volontaires à Paris en septembre, la salle offrait ensuite une galerie de portraits des principaux officiers des armées révolutionnaires, ainsi que 2 grands formats qui sont donc les copies des batailles de Valmy et de Jemmapes commandées à Vernet par Louis-Philippe sous la Restauration. En entrant dans la pièce, le premier portrait qui s'offre aux spectateurs, c'est bien entendu celui du futur roi des Français, qui n'était alors que le duc de Chartres en 1792. Il est représenté sous des traits juvéniles, à l'âge de 19 ans, dans son costume de lieutenant général, la main posée sur l'épée, dans la plus pure tradition des portraits d'officiers de cette période. Et la Révolution, elle est évoquée ici subtilement par le chapeau à l'arrière-plan, dont le plumeau tricolore l'inscrit dans la garde nationale. L'inscrit donc dans la garde nationale de l'après 91 et fait écho au retour de ces 3 couleurs lors de la Révolution de 1830 et à l'affiche de Thiers que je citais précédemment, qui disait également: le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores, le duc d'Orléans peut seul les porter encore. Donc, je vais avancer pour pouvoir terminer. Dans le récit personnel de Louis-Philippe, Valmy et Jemmapes se lient, quant à elles, donc à l'histoire collective en devenant des actes fondateurs de sa légitimité de prince. Lors des Trois Glorieuses, Louis-Philippe reçut justement les représentants des 2 chambres au Palais Royal pour signer l'acte qui l'appelait sur le trône, et cet acte fut signé dans le salon même où se situaient les tableaux de Vernet que vous pouvez voir sur cette copie donc, de cour qui a été commandée justement pour les galeries historiques de Versailles. Donc, comme l'annonçait Thiers dans son affiche, c'est bien de cette légitimité de la présence sur le champ de bataille et dans le cadre de la défense du territoire national
que Louis-Philippe parvient à réunir suffisamment de soutien parlementaire pour être intronisé en tant que roi citoyen. Donc, pour terminer, donc les guerres de 1792 étaient en définitive la preuve que l'engagement de Louis-Philippe s'était constitué autour de l'union populaire et d'une certaine idée de la nécessité ou de la raison d'État. On en a déjà parlé justement mercredi. Bien que critique vis-à-vis de la Convention, son engagement militaire dépassait ces divergences pour fabriquer un récit où il incarnait ce sacrifice, non plus corporel, mais pleinement politique. En incarnant ce roi citoyen, monarque parce que soldat de la patrie, Louis-Philippe venait rompre avec plusieurs siècles de tradition monarchique en devenant roi parce que soldat et non pas par sa naissance ou la providence divine. Et donc pour terminer, cette union populaire de 1792, qui doit devenir la grande réconciliation nationale de 1830, est justement ce qui forme le récit de l'aile du Midi. Il est entendu que le modèle de galerie à Versailles était celui de la Galerie des Glaces. Depuis le Salon de la Guerre, le programme iconographique de Lebrun et Colbert devait raconter la manière dont les guerres de Louis XIV lui avaient permis d'une part de gouverner par lui-même, mais également de pacifier l'Europe avec une narration qui se terminait dans le Salon de la Paix. La logique de la Galerie des Batailles repose sur le même modèle narratif. De la salle de 1792, ici donc faisant office de Salon de la Guerre, le récit raconte la manière dont Louis-Philippe a mené une guerre juste, pour sauver l'État et garantir l'intégrité du territoire français. Ensuite, la Galerie des Batailles doit démontrer comment cette guerre s'inscrivait dans une histoire bataille millénaire depuis Clovis jusqu'à Napoléon. Et enfin, le récit s'achève donc dans la salle de 1830, qui fera ici office de Salon de la Paix, où les Trois Glorieuses auraient permis, par l'intronisation du duc d'Orléans, d'apporter la paix et la fin de l'insurrection à la France. Or, dans la salle de 1830, c'est une nouvelle fois un Louis-Philippe devenu lieutenant général du royaume qui se met en scène dans une série de tableaux où il apparaît comme le militaire pacificateur légitime à gouverner la France avec ses jeunes fils pour lesquels il avait fait obtenir, non sans une certaine insistance, des grades militaires décents sous la Restauration.